Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidèle attention sur Télé 50. D'abord, cette information. 8 chefs d'État africains ont confirmé leur présence aux obsèques du président Michael Sata. Annonce faite par le ministre zambien des Affaires étrangères, Harry Kalaba, lors d'une conférence de presse. Il s'agit notamment du président Robert Mugabe du Zimbabwe, Joseph Kabila de l'RDC, ainsi que les dirigeants du Malawi, du Rwanda, du Kenya, du Mozambique, de Namibie et de l'Ouganda. L'Afrique du Sud enverra sa première dame, tandis que la Tanzanie sera représentée par son vice-président. Michael Sata, rappelons, est le 5e président de la Zambie qui avait pris ses fonctions en 2011 et le 2e président de ce pays d'Afrique australe à mourir pendant sa présidence, après Levi Mwanawasa, le 3e président. Dans l'actualité également, c'est la clôture ce jeudi de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. 140 maires, les représentants des présidents du Gabon, du Sénégal, du Burundi, ainsi que le représentant du secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf, ont pris part à cette cérémonie de clôture présidée par le chef de l'État. Ces maires francophones ont félicité et encouragé le chef de l'État pour les efforts de paix. Les détails avec Mathieu Kamango sur place. Une cérémonie de clôture sous le chapiteau de l'Union africaine, une première partie constituée de plusieurs allocutions, d'abord celle du pays hôte par le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, qui a loué la détermination du président Joseph Kabila, qui grâce à la paix retrouvée, la RDC abrite les grandes rencontres. C'est le cas de le dire, la 34e Assemblée générale des maires francophones, AIMF, tenue à Kinshasa, du 3 au 7 novembre 2014. Une rencontre qui avait pour objectif d'harmoniser les vues sur plusieurs questions, dont les îles et immigration internationale, îles face au changement climatique, a renchéri André Kimbuta, gouverneur de Kinshasa. Dans son discours, Mme Hidalgo, maire de Paris et président de l'AIMF, cette dernière a souligné que l'OIMF va investir encore 2 millions de dollars américains pour des projets francophones, dont 9 nouveaux projets pour les villes en Afrique. L'appui de l'AIMF sera considérable pour les villes en conflit, comme le cas de la ville de Bangui en République centrafricaine. Selon Anne Hidalgo, maire de Paris, l'avenir de la francophonie réside en République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, a dans son discours remercié la francophonie pour le choix de Kinshasa pour abriter ses travaux. Et concernant les dossiers du virus Ebola et cette maladie qui frappe beaucoup de pays dans le monde, le président de la République, Joseph Kabila, a confirmé que la RDC offrira son expertise à chaque pays qui le voudra, tout en souhaitant la bonne exécution des projets de la francophonie dans toutes les villes francophones du monde. Mathieu Kamango, Télé 50, de l'Union africaine. Et puis le Premier ministre Matata Ponyo poursuit ses différentes visites d'inspection. Le chef du gouvernement congolais a été ce jeudi tour à tour à l'aérogare modulaire de Njili ainsi qu'au chantier naval de l'ECTP. Après cette double visite, le constat est plutôt positif en rapport surtout avec les avancées constatées sur le terrain. Regardez. Ici, les travaux avancent à grands pas. C'est une nouvelle visite que le Premier ministre effectue à cet endroit qui change radicalement. Et à l'œil nu, on peut constater cette métamorphose. Pour ce qui est des explications, les autorités qui ont fait les déplacements de l'aérogare modulaire s'en remettent au délégué d'Alpha Airport, entreprise française commise aux travaux, qui du reste rassure. Le premier point, et j'ai dû faire venir également d'école parce qu'on a eu une rupture ici, on n'a pas pu trouver sur le marché national. Donc j'essaie de résorber autant que faire se peut ce léger décalage. Donc, ici, les travaux à exécuter sont à 80% déjà réalisés. La phase de finissage, elle aussi entamée avec la pose des carrousels pour bagages. Matata Ponyo assiste même au test de désenfumage en cas d'incendie. 260 véhicules, c'est acceptable comme parking. Oui, c'est la capacité de la zone de l'emprise. Nous sommes là. Il faut suivre de près. Oui. Après, il faut avertir l'entreprise qu'au-delà de la date de fin des travaux, les pénalités commencent. Bien sûr, ouais. Bien sûr, absolument. La même chose pour toutes les entreprises. Oui, pour toutes les entreprises. Nous, on a des délais qu'on doit respecter. Juste après l'aérogare, les cortèges seront au chantier naval de l'OCTP.
Ces bateaux de 4 niveaux, les célèbres ITB Kokolo, en plein réaménagement. Les cabines simples et VIP, restaurants, bars et les ports capitaines sont modernisés. On va respecter la date qu'on a promis. Les gens sont en train de travailler et j'espère que cette date sera respectée. La salle des commandes, elle, n'attend plus que son capitaine. C'est en principe le 15 de ce mois que le prestigieux navire sera mis en disposition de l'OCTP pour exploitation. Restons à la primature où le chef du gouvernement a échangé avec le ministre d'État belge et membre de la Chambre des représentants. Il était question entre les deux autorités de faire allusion aux différentes opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Herman Dekroux a formellement reconnu la place du pays de Joseph Kabila, surtout sur le plan mondial. Des choses positives dans ce pays. Le coût de la vie s'est stabilisé. L'échange du franc congolais avec les grandes monnaies du monde s'est stabilisé de manière remarquable. Il y a, malgré l'explosion démographique qui fait que vous doublez de population tous les 25 ans, il y a quand même chaque année une augmentation considérable du produit national brut. Ça tourne entre 7 et 10%. Et malgré ça, il y a tant de choses à faire. Nous avons parlé des infrastructures. Moi, je suis persuadé, j'ai vu des dizaines de responsables d'affaires, que si les infrastructures routières, les infrastructures fluviales, ferroviaires étaient ce qu'elles devraient être, que le pays connaîtra encore un développement bien plus rapide. Parce que, madame, vous n'êtes pas seulement un scandale minéralogique, avec toutes sortes de ressources minières colossales. Vous avez ici le fleuve en face de moi, une puissance renouvelable d'eau, d'énergie, d'électricité. Vous avez des millions d'hectares de terrains arables. Or, ce que veut l'humanité, c'est être abreuvé et être nourri. La République démocratique du Congo et la Tanzanie s'engagent à collaborer dans l'exploitation du pétrole, une exploitation commune qui entre dans le cadre de la coopération qui existe entre les deux nations, amis et frères. La question était au centre d'un échange ce jeudi entre le ministre des Hydrocarbures et une délégation tanzanienne en séjour dans le pays qui doit prendre part à la rencontre des ministres des Mines des 11 pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Sylvester Masele, c'est lui qui conduisait la délégation ici auprès de Crispin Atama. Le vice-ministre tanzanien était à la tête d'une équipe composée notamment de son secrétaire particulier, venu participer à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui s'ouvre à Kinshasa, sous tutelle des ministères des Mines et des Hydrocarbures, d'où la logique de cette visite. Nous voulons asseoir maintenant les relations à caractère économique à travers la possibilité d'exploration commune de pétrole qui se trouve dans le lac Tanganyika. La rencontre internationale qui les emmène en RDC va porter essentiellement sur la lutte contre l'exploitation des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, une lutte que mènent également les autorités congolaises qui se réjouissent aussi de la coopération qui existe avec la République unie de Tanzanie. Nous allons nous rendre à Dar es Salaam justement pour finaliser le protocole d'accord qui permettra d'unitiser au cas où l'exploration permet d'aboutir à une découverte de gisements importants. La CIRGL a même été reconnue comme un organisme clé, un important instrument pour s'attaquer à l'exploitation et au commerce illégal des ressources naturelles en Afrique. La formation professionnelle reste l'une des priorités du gouvernement de la République. De même, pour certains de ses partenaires, le cas du Japon à travers son agence au développement JICA. C'est ce qu'a assuré le nouvel ambassadeur du Japon en RDC, Shigeru Uchiho, au ministre du Travail. C'était au cours d'une audience lui accordée en présence de la directrice générale adjointe de l'Institut national de préparation professionnelle, Claudie Ndossi. Les nouvelles sont bonnes pour l'Institut national de préparation professionnelle INPP. C'est d'abord ces bâtiments modernes dont les travaux ont été lancés il y a quelque temps par le chef du gouvernement, qui sera inauguré incessamment par le président de la République.
Bâtiment ultramoderne, construit sur financement du gouvernement japonais, à hauteur de 23 millions de dollars américains. Le gouvernement japonais, qui à travers son agence au développement, envisage la construction d'un grand bâtiment de l'INPP à Goma, en soutien à la vision de développement du chef de la révolution de la modernité. Aussi, des études de faisabilité sont en cours pour la construction d'un bâtiment devant constituer le deuxième projet de formation professionnelle à Lubumbashi au Katanga. C'est ce qui réjouit le ministre des tutelles, Modeste Bahati, qui recevait en son cabinet de travail le nouvel ambassadeur du Japon en RDC, conduit par Claudine Doucy, numéro 2 de l'INPP. Occasion pour le diplomate japonais de présenter ses civilités au ministre, après l'avoir tout d'abord fait il y a quelques jours à la présidence de la République. On a discuté de la coopération INPP et surtout le bâtiment de l'INPP de Kinshasa. Nous entretenons une fructueuse coopération entre le Japon et la RDC à travers le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale et en ce qui concerne particulièrement la formation professionnelle. Le diplomate a aussi soutenu que le Japon reste déterminé à accompagner le pays de Joseph Kabila dans le domaine de la formation professionnelle. À noter également qu'en ce sens, le Japon via la JICA est prêt à financer le projet de formation des jeunes ayant quitté les groupes armés dans le sud Kivu. Les femmes victimes de violences sexuelles sont aussi concernées par ce projet. Autre chose à présent, il s'est ouvert ce jeudi à Kinshasa l'atelier national de réflexion sur la valorisation des aires protégées de la RDC. Ces travaux qui prendront 2 jours ont pour objectif d'initier des échanges entre différentes parties prenantes sur la problématique et le paradoxe liés à la conservation de la nature et la protection de la biodiversité dans les aires protégées en vue de les insérer dans la dynamique de la reconstruction nationale. La RDC s'est dotée la vision stratégique de gérer les réseaux d'aires protégées. Et ceci passe par l'implication de communautés riveraines dans un angle prospectif de développement durable au bénéfice de la population. Cependant, les aires protégées de la RDC sont confrontées à de nombreux défis et à des pressions et menaces d'ordre divers qui empêchent leur bonne gestion et l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà qui justifie la tenue de ces assises de 2 jours où les parties prenantes devront faire un travail de fond qui permettra de mieux appréhender l'opportunité de la valorisation des aires protégées et leurs enjeux en RDC. Ainsi, le gouvernement voudrait réaffirmer la volonté de la RDC de se conformer aux décisions de l'UNESCO contenues dans la déclaration de Kinshasa sous le site du patrimoine mondial de la RDC et aux recommandations prises à l'issue de la réunion des ministres de la CEAC tenue récemment dans la capitale congolaise. Classé 184e sur 189 pays au classement Doing Business 2015 de la Banque mondiale qui liste les pays suivant la facilité de faire les affaires, la RDC figure parmi les 10 économies du monde qui ont amélioré leurs environnements des affaires. Le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements a pour ce faire réuni les responsables des services publics des différentes provinces, les ministres et les sociétés qui mettent en place ces réformes. Question de les sensibiliser et d'exposer les perspectives de réforme qui doivent être menées de façon à ce que la RDC reste dans le top 10 pour l'année prochaine. Ce sont des responsables de services publics, des ministres et acteurs du développement présents à ce rendez-vous du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et d'investissement. Au menu des échanges, la restitution des résultats de l'évaluation des réformes Doing Business 2015, classant la RDC dans le top 10 mondial des pays réformateurs en ce qui concerne le climat des affaires. Il était question que le ministère puisse organiser un atelier réunissant tous les différents intervenants pour leur communiquer les résultats du rapport Doing Business, mais aussi à leur demander de travailler, d'avancer, d'aller de l'avant. Le processus de réforme est continuel, d'où la nécessité de poursuivre les efforts fournis pour rendre plus attrayant et compétitif le climat des affaires et des investissements en RDC. Non seulement qu'il améliore l'image du pays à l'extérieur, mais c'est un outil promotionnel important. Il faut poursuivre les réformes. Il faut poursuivre les réformes
et de façon à ce que pour l'année prochaine, donc dans le Doing Business 2016, la République de